J'appelle François Péchard pour modérer la séance à côté de moi. Bien, merci, Monsieur le Président. Donc, nous avons aujourd'hui une séance tout à fait intéressante qui s'intitule « Marqueurs qualité et recommandations en chirurgie ». Donc, vous savez que les notions de qualité, de sécurité et de pertinence des soins sont un sujet qui sont d'ailleurs inscrits dans les textes officiels et qu'on a eu ces dernières années des évolutions parce qu'on avait des marqueurs au début essentiellement en termes d'activité, de nombre de patients traités, puis on a eu des marqueurs de moyens et toute l'accréditation notamment, elle repose sur l'évaluation des résultats des marqueurs de moyens, mais on s'est posé la question de savoir si les marqueurs de moyens avaient vraiment un intérêt sur les résultats ou pas. Et puis des marqueurs de résultats, et pour la petite histoire, je rappellerai qu'il y a 25 ans, l'Association française d'urologie avait discuté avec la CNAM et la Mutualité française en proposant, s'il y avait eu un vote dans notre association, 90% des urologues étaient d'accord pour donner aux tutelles le PSA après prostatectomie. Et on avait dit que ça nous permettait d'être un moyen d'apprécier la qualité d'exérèse et d'évaluer les résultats et de partager les résultats. Et il y a 25 ans, on nous avait dit que ça ne les intéressait pas. Donc, comme quoi les choses évoluent, heureusement, parce que les mentalités ont changé. Et donc, on va voir la suite des différentes communications où on en est actuellement. Donc, j'appelle notre vaste président, Henri Coudane, qui va nous parler des marqueurs qualité et recommandations en chirurgie, le rôle de l'expert étant lui-même un expert parmi les experts. Mon cher Henri. Merci infiniment, Monsieur le Président, Mesdames les académiciennes, Messieurs les académiciens. Donc, mon rôle est de parler à travers des marqueurs qualité et des recommandations en chirurgie, le rôle de l'expert. Alors, nous, on va faire relativement simple. Je vais essayer d'être assez didactique car le sujet est un petit peu compliqué. Et il m'a été confié par notre secrétaire perpétuel, Hubert Joannet, que je remercie. Mais il y a encore des zones d'ombre. On va essayer de les éclaircir. Alors, bien évidemment, dans le rôle des contentieux médico-légaux, dans les litiges concernant les recommandations, eh bien, si l'expert intervient, c'est qu'il y a eu un litige entre le patient et le chirurgien concernant la non-application d'une recommandation. Déjà, le terme expert, alors je me permets de le rappeler, maintenant on parle d'expert en justice, qui est un titre qui est protégé par le nouveau code de procédure civile, parce qu'on verra en particulier qu'on parlera de la HAS, qu'on parle d'experts, mais qui ne sont pas tout à fait des experts. Alors l'expert, je le redis, ça c'est très important, ne dit jamais le droit, c'est-à-dire on ne dit pas il a commis une faute, il n'a pas fait ceci, etc. Il répond aux questions de la mission exclusivement, il s'appuie sur des standards et finalement, il va répondre à la question simple, le chirurgien au moment des faits était au niveau ou en dessous des standards utilisés. Alors ces standards utilisés se rapportent déjà à un certain nombre de textes réglementaires dans le code de déontologie dans lequel il est écrit qu'on ne doit pas faire comme chirurgien bien sûr n'importe quoi, mais appliquer des thérapeutiques conformes aux données acquises de la science médicale. Alors déjà, il faut comprendre ce qu'on appelle les recommandations ou les préconisations. Alors là aussi, j'étant chirurgien orthopédiste, je me tue à dire que je n'ai qu'un esprit de géométrie, pas un esprit de finesse. Il y a schématiquement deux types. Le premier, ce sont des préconisations qui possèdent ce qu'on appelle un caractère réglementaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce caractère réglementaire en France, c'est des décrets ou des lois publiées au Journal officiel de la République française, dont le Code de déontologie, qui est un décret, dont la fameuse loi du 4 mars 2002, qui est une loi, ou européen, par exemple, qui concerne le mappage CE pour les dispositifs médicaux. Alors, ces préconisations qui possèdent un caractère réglementaire, je vais vous en donner quelques exemples, mais très rapides. On peut citer d'ores et déjà le fameux décret de 1994, qui a été l'un des premiers décrets qui possédait bien sûr un décret réglementaire et qui concernait les conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé, ça c'est le blabla juridique, en ce qui concerne la pratique de l'anesthésie, qui a modifié le code de la santé publique et qui rend réglementairement obligatoire la consultation pré-anesthésique. Il a été complété d'ailleurs, ça c'est à titre informatif, par un nouveau décret en octobre 2018 qui a réglé le problème
et qui a apporté une précision sur le délai entre la visite pré-anesthésique et l'intervention qui doit avoir lieu 24 heures avant l'anesthésie elle-même et qui est applicable depuis le 1er novembre 2018, donc très récemment. L'autre que vous connaissez, c'est la loi du 4 mars 2020 qui est relative à l'information qui revêt un caractère obligatoire. Alors là, on est dans du lourd, c'est une loi et c'est la première fois que l'information a été rendue obligatoire par l'intermédiaire d'une loi. Donc ça fait quand même maintenant, c'est la loi, j'ai mis le 4 mars 2000, vous avez corrigé vous-même, c'est 2002 et pas 2020, donc elle a 20 ans. Alors la jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil d'État a évolué au cours des années. Dans un premier cas, comme vous le savez, en cas de dommage pour le patient, il fallait que le patient ait un dommage, donc on évoquait la notion de perte de chance parce qu'il n'avait pas été bien informé. Dans un deuxième temps, la Cour de cassation et le Conseil d'État, alors je dis Cour de cassation parce que c'est la juridiction civile pour les actes réalisés en activité libérale et le Conseil d'État pour les actes réalisés dans des établissements publics qui sont considérés comme des actes administratifs. Eh bien, même s'il n'y a aucun préjudice corporel pour le patient, la Cour de cassation et le Conseil d'État ont retenu une faute spécifique, c'est-à-dire que le chirurgien devait payer. Et enfin, elle a soulevé le problème du délai de réflexion en parlant dans un célèbre arrêt qui a été repris et par la Cour de cassation et par le Conseil d'État du délai de réflexion. Elle n'a pas employé le terme de délai de réflexion, soit au Conseil d'État, soit à la Cour de cassation, mais elle a condamné un neurochirurgien qui n'avait pas laissé le temps du mûrissement nécessaire au patient pour prendre sa décision. Et enfin, plus récemment, ces deux hautes juridictions ont enregistré la notion d'atteinte à la dignité humaine qui fait appel donc non seulement au Code civil français, mais aussi au Code de la Communauté européenne. Donc vous voyez que là, on est dans du lourd, c'est ce qu'on appelle des préconisations, bien évidemment. Il est clair que l'inobservation d'un texte réglementaire entraînera la responsabilité du chirurgien. L'expert constate la non-application du texte concerné, c'est tout, et c'est le juge qui décide. Mais en général, le juge, il condamne. Là-dessus, il faut, je pense, rester simple et clair. Alors, il y a des recommandations qui, évidemment, ne possèdent pas un caractère réglementaire et qui peuvent poser problème. Alors, elles peuvent être élaborées par un organisme professionnel, ça peut être un CNP, donc les CNP sont maintenant constitués, soit par une ou plusieurs sociétés scientifiques, et un orateur va vous parler effectivement qu'il peut y avoir des recommandations élaborées par des sociétés scientifiques différentes qui sont un peu divergentes. Et le résumé qui vient de nous être fait, il est tout à fait caractéristique lors de la séance précédente. Et enfin, par la Haute Autorité de Santé, qui, je le rappelle, est une autorité publique indépendante à caractère scientifique, dotée de la personnalité morale, créée par la loi du 13 août 2004, et non pas 204, désolé, relative à l'assurance maladie. Alors, ces recommandations qui ne possèdent pas un caractère réglementaire, je vous en donner quelques exemples qui touchent et que vous connaissez parfaitement à notre activité quotidienne. Alors, la checklist, elle a été incluse dans la procédure de certification des établissements dès 2010. Elle a été sanctuarisée comme une recommandation sécurité du patient obligatoire en 2011. Vous connaissez la checklist, on en rediscutera. Alors, que s'est-il passé? Eh bien, les avocats de certains chirurgiens mis en cause pour la non-observation de ces recommandations, et en particulier celles publiées par la HAS, eh bien, ils ont porté le litige au niveau du Conseil d'État et ils ont expliqué que ces recommandations doivent être regardées comme d'éventuelles décisions faisant grief, je vais vous expliquer ce que c'est, susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Alors, petite digression très très rapide. Faire grief, c'est une expression qui est utilisée dans la terminologie du recours pour excès de pouvoir vis-à-vis des actes administratifs qui sont de nature à produire par eux-mêmes des effets juridiques et contre lesquels ce recours est ainsi recevable par les hautes juridictions. Je pense que si on faisait une interrogation écrite, vous n'avez rien compris. Moi, il m'a fallu 2 ans pour comprendre. Enfin, il faut que vous sachiez que les recommandations qui avaient été posées à l'époque par la HAS, en particulier pour la prise en charge du diabète 2 et pour certaines formes de la maladie d'Alzheimer, ont été retoquées par le Conseil d'État. Alors ça, c'est comme quand on lit une publication, il faut savoir pourquoi ça a été retoqué. Ça n'a pas été retoqué, bien évidemment, par le Conseil d'État sur le fond, mais c'est sur la forme. Pourquoi? Parce que la HAS n'avait pas pris la précaution de vérifier l'absence
de conflit d'intérêts sur les experts, entre guillemets, qu'elle avait nommés pour étudier ces dossiers. Donc, à partir de ce moment-là, tout le monde a glosé sur la HAS. On l'a comparé avec la cible des Anglais. Il y a eu des articles très, très durs pour la HAS, que je trouve, pour ma part, largement superfétatoire. Quand on connaît un petit peu la méthodologie de la HAS, on s'aperçoit que bien souvent, c'est tout à fait excellent. Et en plus, quand vous étudiez un certain nombre de communications, et je crois que Hubert Joannet vous en parlera par rapport à la chirurgie digestive, eh bien, il existe quand même un certain nombre de communications qui sont classées de grade 1, 2, 3 ou 4, et que les méthodes, j'allais dire, en double aveugle ou avec effet placebo en chirurgie sont tout à fait rarissimes. Alors, on va laisser là cet arrêt du Conseil d'État qui a condamné la HAS, et les recommandations de la HAS a dit qu'ils ne sont pas opposables. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas condamner un chirurgien parce qu'il n'avait pas respecté les recommandations de la HAS. À l'époque, on parlait de recommandations de bonne pratique. Donc la HAS a annulé la recommandation, et si vous regardez, vous verrez, il y a écrit annulé sur un certain nombre de recommandations et qu'ils ont été obligés de les recommencer. Alors, quel est le rôle de l'expert? Eh bien, exemple de la checklist. Ouais, ce n'est pas très, très compliqué. Si elle n'est pas réalisée, qu'il n'y a pas de préjudice pour le patient, ben, il n'y a pas de condamnation pour le chirurgien. Ce qui est différent d'une préconisation réglementaire, si vous ne donnez pas d'informations, même si le patient va très bien, vous paierez. Là, non. Vous voyez déjà un peu la différence. Par contre, si elle n'est pas réalisée, s'il y a un préjudice pour le patient, ben, le chirurgien est condamné. Alors vous allez me dire, comment se fait-il qu'au bout de 10 ans, les chirurgiens ne respectent pas encore la checklist? Les études prospectives qui ont été réalisées montrent qu'elle est réalisée dans 100% des cas et de façon correcte, pratiquement qu'une fois sur deux. Bien une fois sur deux, mes chers collègues. Donc vous voyez, alors la conséquence, c'est quoi? Nous, on voit ça en chirurgie orthopédique. C'est les erreurs de côté. Il y en a toujours 30 à 50 par an chez nous. Alors vous allez me dire, les chirurgiens orthopédistes sont des gros couillons? Non, parce que je sais que ça existe aussi en chirurgie digestive avec le problème des hernies. Alors en conclusion, les conclusions, il faut que l'expert explique à la juridiction qui l'a missionné que ces recommandations publiées par la HAS constituent un standard de critères de qualité de soins. Ça me paraît tout à fait important. Ces critères de qualité de soins, là je parle des recommandations publiées par la HAS, je n'ai bien sûr, sur la première diapositive il y avait écrit « No disclosure », je n'ai aucun lien d'intérêt direct ou indirect avec la HAS, mais à travers mon propos, je défends résolument cette institution qui fait le plus souvent un travail tout à fait remarquable, qui s'intègre dans les standards de critères de qualité de soins que devraient observer les chirurgiens orthopédistes, et à mon avis, ça devrait être la même chose pour les futurs les CNP, ça devrait être à peu près la même chose. Donc l'expert va remplir non seulement sa mission d'auxiliaire de justice, mais sera en parfaite conformité avec la déontologie et l'éthique de la prise en charge des patients. L'éthique, c'est quoi? Bien, c'est cette action qui nous permet de se mettre dans un phénomène, on va dire, de résilience au niveau des patients, sur le plan de la prise en charge globale et surtout de leur sécurité. L'expert doit donc s'appuyer aujourd'hui comme hier sur l'état actuel de la science médicale. Ça, c'est une préconisation réglementaire, c'est le code de déontologie, c'est l'état actuel de la science médicale. Alors, pour terminer ce propos, je voudrais vous laisser méditer 30 secondes sur ce jugement de Salomon. Alors, ce n'est pas celui c'est celui de Raphaël. Alors, vous voyez au centre, mais on pourrait dire que c'est à la HAS. Vous avez effectivement quelqu'un qui tient un sabre, c'est le juge. Vous avez les chirurgiens qui se disputent, et puis finalement, le patient, c'est le bébé qui est au pied qui regarde Salomon, c'est-à-dire la HAS, en lui suppliant de pouvoir le sauver, pourvu que les chirurgiens appliquent et les préconisations et les recommandations. Mesdames et messieurs, mes chers collègues, je vous remercie de votre attention. Alors, avez-vous des questions à poser à Henri Koudane sur le rôle de l'expert dans l'utilisation de ces marqueurs qualité, de ces recommandations? Alors, oui, pardon.
si j'ai bien compris, mais tu vas confirmer, c'est que la HAS, c'est pas le bras armé de l'assurance maladie, mais un petit peu quand même. Et donc s'opposer aux recommandations de la HAS, c'est s'exposer notamment à, évidemment, être hors le contexte de l'assurance maladie, donc hors remboursement, par exemple. Mais ce n'est pas forcément illégal. Je pense à certaines procédures chirurgicales qui ne sont pas validées comme telles par la HAS, ou certaines démarches de prise en charge préopératoire qui sont validées par la HAS, mais qui sont absolument appliquées par l'assurance maladie pour des questions de prise en charge financière. Mais donc ça, c'est pas considéré comme illégal de se soustraire éventuellement à ça, surtout s'il n'y a pas de dommage. Et alors, qu'est-ce qui se passe s'il y a un dommage? Alors, s'il n'y a pas de dommage, il n'y a pas de problème. S'il y a un dommage, ben, ça peut être effectivement l'expert qui va expliquer en tant qu'auxiliaire de justice, et les experts, donc ils sont effectivement des experts de justice, peuvent se tromper, hein, comme les chirurgiens, comme tout le monde, qui va éclairer le juge. Le juge, il ne connaît rien, donc c'est l'expert qui va dire que dans tel cas, eh bien, il peut y avoir effectivement une responsabilité qui pourrait être engagée. Alors après, il ne parlera pas de perte de chance, c'est le tribunal qui décidera ensuite, mais ça peut se voir. Par contre, ça, c'est un sujet que je n'ai pas abordé. Mais dans ta question, par rapport à l'assurance maladie, on ne peut pas dire que la HAS soit le bras armé de l'assurance maladie, même si elle contrôle un certain nombre de protocoles, en particulier dans des prises en charge chirurgicales qui sont ciblées et protocolisées par la HAS. En dehors de ces protocoles, il n'y a pas de remboursement. Enfin, oui, ça peut entraîner effectivement un nombre de choses. Je pense à la prise en charge en chirurgie ambulatoire des arthroscopies et des choses comme ça, mais dans votre spécialité, ça doit être la même chose. Hubert, Joannet, et puis ensuite Albert-Claude Benamou. Pour poursuivre la question de Philippe Topard, l'HAS, finalement, dans ses recommandations, n'interdit rien. C'est-à-dire qu'elle dit, bon, alors il vaut mieux faire ça, faire ça, faire ça. Mais par exemple, il y a tout un tas d'opérations qui sont faites en France qui ne sont pas interdites. Pour autant, elles ne sont pas encore validées parce qu'elles sont en évaluation, etc. Mais elles ne sont pas interdites. Il y a une opération qui a été interdite récemment, donc là qui est clairement interdite après un rapport de la HAS en disant c'est pas l'affaire. Mais beaucoup d'opérations sont réalisées parce qu'elles sont en évaluation, etc. Mais elles ne sont pas pour autant interdites, alors que les évaluations ne sont pas non plus vraiment encadrées. Et on est un peu surpris que dans les recommandations, il n'y ait pas de recommandations négatives. C'est-à-dire qu'on pourrait tout à fait imaginer de dire vous ne devez pas faire ça. La littérature montre que vous ne devez pas faire ça. Alors qu'en fait, on dit ça, on ne sait pas très bien, mais on ne sait pas s'il faut le faire, mais voilà. Je trouve que dans une pratique clinique, on se pose la question de savoir si ça ne pourrait pas aider les praticiens qu'on dise non, vous ne pouvez pas faire ça. Alors, jusqu'à présent, la HAS s'est bien gardée, effectivement, de donner des dictats d'interdiction pour ne pas, effectivement, qu'on lui redonne encore un conseil d'État négatif. Ceci étant, pourquoi pas? Ça pourrait très, très bien éclaircir le paysage des indications chirurgicales. Mais ces indications chirurgicales sont ciblées, par exemple, pour autant, enfin, je m'engage sur un sujet que je connais moins bien, mais pour la prise en charge de la chirurgie de l'obésité, bon, il y a un protocole qui a été fait, il faut attendre 6 mois, je crois. Enfin, il y a un certain nombre de choses qui ont été faites. Il faut qu'il y ait une consultation multidisciplinaire, etc. Donc, tous ceux qui ne le font pas se mettent en danger, ça c'est sûr. Non, puis il faut faire attention aussi au fait que les recommandations d'HAS sont plus des recommandations essentiellement sur la pertinence des indications que sur la réalisation des actes mêmes. Et donc, ça joue aussi sur l'aspect technique. Et qu'un des moyens de la HAS a pour dire il ne faut pas faire telle intervention, c'est de ne pas l'inscrire et de donner un avis négatif à son inscription. À partir du moment où elle n'existe pas dans la nomenclature, en pratique, elle n'est pas faite, sauf par certains centres experts dans le cadre d'évaluation. Et donc, cette partie-là est plus sur la partie pertinence que sur la partie qualité. Albert-Claude. Oui, on est dans le domaine des injonctions paradoxales. Quand on a parlé des références médicales opposables, des RMO,
il y a eu des levées de boucliers terribles sur l'opposition, faisait que finalement, quand on n'était pas dans la norme, on pouvait être soit non remboursé, soit éventuellement accusé d'avoir fait quelque chose de dangereux ou même très dangereux. Et puis maintenant, il y a eu une évolution de ces RMO vers ce qu'on appelle, avec les anglo-saxons, choosing wisely, c'est-à-dire choisir avec soin ce qui est utile et éliminer ce qui ne l'est pas. Et là, à nouveau, on est dans, si on élimine ce qui n'est pas, on est dans, il ne faut pas. Mais l'idée de il ne faut pas n'est pas complètement claire dans ce qu'il apparaît maintenant des décisions de la haute autorité. Et c'est peut-être ce qui nous manque pour nous guider un peu plus concrètement, pour faire qu'on se sente à l'aise. On dit on fait telle chose, il y a un consensus, il y a des preuves, on reconnaît que c'est utile, aussi bien dans les démarches diagnostiques que thérapeutiques. C'est ce que disait Philippe. Exactement, c'est un peu un commentaire sur... Voilà, absolument. Mais pour l'instant, alors tu parlais effectivement du système anglo-saxon, c'est le NICE, dans lequel effectivement c'est centré sur, on va dire, la sécurité du patient, comme chez nous. Maintenant, c'est la sécurité du patient, c'est plus les RMO. Les RMO, on en parle plus. L'evidence-based medicine, pour l'analyse des publications scientifiques, elle est critiquée maintenant. Donc tout ça, ça avance. Et ce qui était vrai hier n'est pas forcément exact aujourd'hui. Ce que je veux dire par là, mais vous avez tous compris qu'il y a d'une part la réglementation, la loi, qu'elle soit française, européenne et tout, ça, et ben, il faut faire. Je veux dire, c'est écrit. Voilà. Le meilleur exemple, c'est celui de l'information. Non, vous ne la donnez pas, quoi qu'arrive le patient, qu'il ait des complications ou pas, on s'en fout, vous serez condamné. C'est tout. Et ça, c'est l'évolution jurisprudentielle. Ce n'était pas écrit dans la loi. Maintenant, on en arrive au délai de réflexion. Alors, vous vous rendez compte, le délai. La Cour de cassation a parlé du mûrissement nécessaire. Alors, attendez, qu'est-ce qu'un mûrissement? Je veux dire, j'en sais rien, moi. Voilà, donc c'est très, effectivement, c'est très compliqué. Mais à travers mes propos, je voudrais faire passer le message que les recommandations de la Haute Autorité de Santé, qui est donc un organisme public à caractère scientifique, certes ne sont pas réglementaires. Sur le plan purement juridique, elles ne sont pas opposables à la responsabilité d'un chirurgien qui ne les appliquerait pas stricto sensu, mais néanmoins, elles sont nécessaires. Ne comptez pas sur moi pour vous dire que la checklist, parce qu'il y a eu des publications, sur la checklist, il y a une publication canadienne qui dit que ça ne sert à rien en matière de morbidité ou de mortalité. Il y a une publication suisse de niveau 3 qui dit au contraire, ça sert. Alors, où est la vérité? Ça, je ne sais pas. Mais donc, appliquer les préconisations de la Haute Autorité de Santé. Alors, une question. Voilà, oui. Oui, je voudrais mettre le doigt un peu sur une grosse activité de la Fédération de chirurgie viscérale et digestive, organe d'accréditation des viscéraux, dans le cadre de la HAS. Et il y a une très grosse démarche concernant les risques biliaires au cours de la cholecystectomie. Il y a actuellement ce qui s'appelle la cholecystectomie, qui est tout un ensemble de mesures, et c'est un enseignement, c'est un e-learning avec des recommandations positives et des recommandations négatives. Il y a beaucoup de ne pas faire et beaucoup de démarches qui permettent de bien étayer ce qu'il faut faire. Voilà, avec tout un environnement anatomique, physiologique très, très développé et qui entre dans le cadre de l'accréditation individuelle qui est pilotée par la FCVD. Alors ça, je ne peux pas déplorer, mais je crois que Hubert Joannet va en parler, moi, un petit peu de ça. Oui. Voilà. Oui, mais ça, c'est au niveau des sociétés savantes. Les sociétés savantes. Mais c'est vrai que les sociétés savantes ont plus de latitude pour éventuellement dire on n'est pas d'accord pour ceci ou pour cela que les organismes publics. Et puis la manière dont l'HAS fonctionne sur le plan technique et de méthodologie pour donner des avis explique aussi que c'est un peu difficile de donner des avis négatifs dans la mesure où il faut l'unanimité, etc. et que c'est
un peu plus compliqué, tandis que les sociétés savantes ou les CNP ont plus de souplesse parce qu'elles ont moins d'implications si elles se sont trompées, entre guillemets, par rapport à l'HAS. Alors, dernière remarque, oui. A-t-on établi le délai, justement, ce délai de réflexion est de combien finalement? 15 jours, 8 jours d'information, le délai de réflexion pour le patient Oui. Actuellement, dans la réglementation et dans la jurisprudence, en dehors de quelques cas particuliers comme la chirurgie plastique ou esthétique, où ce délai est de 8 jours, il n'y a aucun délai puisque le délai de réflexion pour l'interruption volontaire de grossesse a été supprimé il y a maintenant 2 ans. Donc, il n'y a pas de délai. Il y a des délais qui sont conseillés. Là, je donnais l'exemple de la chirurgie bariatrique, mais pour l'instant, le délai de réflexion n'existe pas. C'est un terme, délai de réflexion, j'ai publié plusieurs fois là-dessus, qui n'existe pas dans la jurisprudence. La dernière jurisprudence, c'était le délai nécessaire au mûrissement. Vous voyez, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, je veux dire, c'est quand même terrible, hein, délai nécessaire de mûrissement. Mais c'était un acte de chirurgie. C'était une affaire de hernie discale, évidemment, il y avait des complications, donc en neurochirurgie. Pour l'instant, il n'y a aucun délai de réflexion qui soit imposé, soit par une préconisation, soit par une réglementation. Il n'en demeure pas moins vrai, parce que vous devez avoir une assurance de responsabilité civile, donc qui est déjà obligatoire dans votre exercice professionnel depuis la loi du 4 mars 2002 et pas 2020 comme c'était écrit sur la diapositive, excusez-moi, donc 2002, eh bien, ces compagnies d'assurance vous montrent que dans votre contrat, pour nous, c'est fait par exemple pour les prothèses totales de hanches, de genoux et d'épaules en dehors de l'urgence, évidemment, ils demandent un délai de réflexion de 1 mois. C'est la compagnie d'assurance. Ce n'est ni réglementation, ni une préconisation. Dans le cadre d'une, si vous permettez juste une toute petite question, dans le cadre d'une urgence chirurgicale, est-ce qu'il est obligatoire de faire signer un document d'information préalable? La réponse est non. C'est prévu par la loi. La loi du 4 mars donc 2002 prévoit que les exceptions à l'obligation d'information seront soit le refus du patient, on est en démocratie, soit l'urgence. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que l'urgence? L'exemple sur lequel on a publié, c'était la fracture de l'humérus fermée, avec une paralysie radiale, c'est une urgence, donc il faut l'opérer rapidement. Mais à partir du moment où, pour une raison ou pour une autre, vous ne l'opérez pas rapidement, c'est-à-dire vous le repérez 8 heures après, eh bien là, le malade tombe dans le pot commun. C'est-à-dire qu'il faut lui ressortir l'information en disant patati, patata, etc. Est-ce que j'ai été clair? Merci. Merci beaucoup. Merci Henri. Tu nous as à la fois rassurés et inquiétés par la complexification croissante de la réglementation et de la jurisprudence.